Et si la banque n'était plus juste un créancier, mais un véritable partenaire? C'est une question qui est au cœur d'un modèle financier qui cherche à tout repenser, à réimaginer complètement la relation entre le prêteur et l'emprunteur. Alors, imaginez ça une seconde, au lieu de la relation de dette classique. Et si la banque misait vraiment sur le succès de votre projet, au point de partager les risques avec vous? C'est exactement de ça qu'on va parler. Bon, d'un côté, il y a le prêt classique, celui qu'on connaît tous. La banque prête, on rembourse avec des intérêts, point. Le risque, il est quasi totalement sur les épaules de l'emprunteur. Et de l'autre, eh bien, la finance participative, elle, change complètement la donne. On ne parle plus de dette, mais de partenariat. Et là, le succès comme l'échec, ça devient l'affaire de tout le monde. Alors justement, cette idée de partenariat, c'est ce qu'on va creuser dans cette première partie. Alors concrètement, de quoi on parle? Eh bien, avec ce qu'on appelle le partage des profits et des pertes, la banque ne fait plus un prêt. Non, elle investit. Elle devient un vrai partenaire dans le projet, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est là que tout bascule. La banque, en fait, elle dit adieu à la sécurité des intérêts fixes. Son gain, il devient variable, il dépend directement du succès du projet. C'est une transformation radicale. On passe d'un simple créancier à un véritable co-investisseur. Ok, mais comment ça marche en vrai, ce partenariat? Eh bien, ça passe par toute une série d'outils financiers très spécifiques. Alors, regardons les outils principaux. D'abord, la Musharaka. C'est simple, c'est une co-entreprise classique. Ensuite, il y a la Mudaraba, et celle-là, elle est vraiment intéressante. La banque met 100% du capital, et l'entrepreneur, lui, il apporte son expertise, son travail. Et puis, on a des contrats beaucoup plus ciblés, comme la Mazara pour tout ce qui est agriculture, ou la Musakat pour les vergers. Bref, chaque secteur a son propre outil. Mais bon, ce beau principe de partage, il se heurte à un vrai problème. Un dilemme qui est au cœur même du métier de banquier. Et voilà, on y est. La mission numéro 1 d'une banque, c'est de protéger l'argent de celles et ceux qui déposent leur argent. Alors comment, dans ce cas, peut-elle se lancer dans des partenariats risqués où elle pourrait tout simplement perdre ce capital? C'est un vrai casse-tête. Et pour essayer de résoudre ce casse-tête, il y a une pratique qui a vu le jour et qui est assez controversée, la garantie de capital. L'idée est toute simple. On demande à l'entrepreneur de garantir sur ses biens propres que la banque récupérera au moins sa mise de départ. Sauf que cette pratique de garantie, elle est au centre d'un énorme débat. Un principe fondamental issu de la jurisprudence islamique dit très clairement: celui qui garantit le capital n'a pas le droit de toucher au profit. Logique. En demandant une garantie, la banque supprime son propre risque et du coup, elle trahit l'esprit même du partenariat. Bon, alors, comment est-ce que ce débat, très théorique, se traduit dans le monde bien réel de la banque d'aujourd'hui? Ces chiffres qui nous viennent d'Iran parlent d'eux-mêmes. On voit que, suite à des réformes, l'utilisation des contrats participatifs a quasiment doublé en 5 ans. C'est énorme. Mais, même dans ce contexte très favorable, la moitié des financements reposaient encore sur des modèles à rendement fixe. Ça montre bien à quel point la recherche de sécurité et de prévisibilité reste forte, même dans un système qui est, à la base, conçu pour le partage des risques. Et là, on voit bien les deux écoles, les deux façons de gérer ce problème de garantie. Dans le modèle iranien, en pratique, c'est souvent l'entrepreneur qui finit par garantir le capital, alors que dans le modèle jordanien, on colle beaucoup plus au principe de base, c'est la banque qui assume la perte financière, sauf bien sûr s'il y a eu une faute grave ou une négligence de la part de l'entrepreneur. On a donc vraiment deux visions du risque qui s'opposent. Tout ça nous amène donc au défi actuel et finalement à l'avenir de ce modèle de financement. Parce que les obstacles, ils sont bien réels. Comment on supervise un projet sans faire exploser les coûts? Comment on calcule le profit réel de manière juste et transparente? Et surtout, comment on gère ce qu'on appelle l'aléa moral, c'est-à-dire le risque que l'entrepreneur, sachant que ce n'est pas son argent qui est en jeu, soit moins prudent que ce que la banque espérerait. Et face à tous ces défis, la conséquence est souvent la même. Pour se simplifier la vie et limiter les risques, beaucoup de banques vont modifier les contrats pour qu'ils ressemblent au final à un prêt à intérêt fixe. Et là, l'idéal du partenariat s'envole un peu face aux réalités économiques. Au final, la situation ressemble souvent à ça. Les vrais contrats de partage des risques ne représentent qu'une toute petite partie du gâteau. La majorité, c'est soit des contrats à rendement fixe déguisés, soit des partenariats qui ont été tellement modifiés qu'ils en ont un peu perdu leur âme. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Est-ce qu'un système financier qui est bâti sur l'éthique du risque partagé peut vraiment s'épanouir, peut vraiment fonctionner dans un monde moderne qui, lui, réclame des garanties à tout prix? C'est là tout le défi pour la finance participative. Et la réponse à cette question, eh bien, c'est elle qui décidera de son avenir.